autour de mon trauma. Je suis conseillère et je travaille pour la population trans. Viennent aux sessions cis et trans et normalement, ils vivent dans un monde très profond. Ils ont du stress post-traumatique. Beaucoup aussi ont un stress post-traumatique complexe et remplissent tous les critères. Travaillant comme conseillère licenciée, je travaille aussi comme supervisante et je travaille pour pour des spécialités. Je contrôle une maîtrise pour d'autres thérapeutes et le trauma est ce que nous unit. En général, je reconnais beaucoup de dommages et aussi il y a beaucoup de réponses psychosomatiques à ces expériences. La langue utilisée autour du trauma est aussi très importante en considérant la violence anti-trans. J'ai beaucoup de souvenirs à ce sujet et aussi j'ai eu aussi beaucoup d'expériences avec le trauma. J'ai été 20 minutes en train de répondre à toutes les questions que mon père me faisait concernant mes limites professionnelles où on parlait de beaucoup de standards de soins avec l'association pour la santé trans. Nous ne pouvions pas trouver alors, dans beaucoup de cas, les causes pour cette identité trans et nous n'avions non plus des restrictions aux prénoms ou aux présentations de genre. Ça, c'est très difficile pour les parents de comprendre quand on ne peut pas comprendre et ne peuvent pas donner à son fils les traitements qu'ils ont besoin. C'est très difficile d'identifier les priorités et très souvent, ce n'est pas le cas. Dans ce cas-là, dans ce moment-là, mon corps a commencé à trembler. J'ai presque pleuré et j'étais aussi très atterrée. J'avais des nausées, mal au cœur, j'avais mal à l'estomac, j'étais gelée, je ne pouvais pas bouger et j'ai reconnu que mon corps était en train d'entrer dans un état de choc. Mes parents ont pu trouver ces expériences comme trauma et c'est un déclencheur. Cette expérience ça me dit quelque chose de très familier en fait, mais heureusement, ce n'est plus quelque chose qui m'arrive tous les jours. En reconnaissant ce déclencheur, je peux régler mon corps, je peux faire baisser mon rythme cardiaque et devenir tranquille. Après ces sessions qui sont très intenses, j'annule tout le reste que j'ai pendant la journée. Parfois, c'est très difficile à identifier ces déclencheurs qui peuvent être des explications ou justifications importantes de pourquoi notre organisme fonctionne ainsi. Très souvent, il y a un lien direct entre l'événement et le déclencheur. Alors, j'ai beaucoup analysé les réponses de mon corps parmi toutes les expériences, même émotionnelles, que j'ai souffertes et qui souffrent beaucoup de personnes trans. J'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance et j'ai ces souvenirs dans mon corps. Tout me mène et m'évoque au flashback, un retour en arrière émotionnel, pas seulement auditif ou émotionnel. Ces retours en arrière sont prolongés et me mènent à cet état de subir des abus. Mes expériences personnelles avec ces retours en arrière qui surviennent dans différents moments de ma vie sont en lien avec mon identité. Très souvent, on nous dicte aussi notre valeur sociale. Nous nous sentons coupables avec différentes sensations envers nos parents. Par exemple, ma mère, dans ce cas-là, parfois, je peux me souvenir de ces émotions et ces déclencheurs de dissociation et attaques de panique. Parfois aussi, dans mon travail avec mes clients, je vois qu'ils ont des expériences similaires. Ces souvenirs pas seulement sont un exemple unique de ce qui est le trauma de la population trans,
mais dans mes expériences, et que mes expériences ne sont pas les seules valables, mais ce sont des expériences qui m'aident à identifier différentes blessures psychologiques. Ce ne sont pas les seules expériences représentatives. La marginalisation est aussi commun. Le concept de trauma ne peut pas être isolé d'autres traumas qui ont subi d'autres personnes de notre communauté dû à notre histoire, ou par exemple d'autres communautés qui ont souffert des génocides ou des situations similaires. Le nom trauma de la communauté trans est une stratégie, c'est un outil que nous pouvons utiliser pour donner un nom à une situation qui parfois peut paraître illogique ou des émotions illogiques qui donc ne sont pas tenues en compte. Alors, il faut développer des stratégies d'adaptation pour pouvoir adapter ses émotions et sentiments. Lord Page et d'autres sont des exemples. Il faut utiliser les termes et les mots de trauma pour faire attention à cette priorité de la violence qui ont été prioritaires avec cette idéologie. Les médecins et les professionnels utilisent des cadres théoriques pour identifier le trauma avec le système nerveux et ceci a été fait avec des analyses statistiques, des évaluations standardisées qui très souvent ne conforment pas les critères des, de la santé, le ministère de la Santé, la division numéro 11 et l'Association de psychiatrie nord-américaine et ses manuels de diagnostic. Beaucoup de critiques à ces évaluations avec la bibliographie neuroscientifique vont donner des noms plus adéquats à ces situations telles que manque de cohérence aux différentes sensations de traumatisme et de troubles pertinents, l'idéologie du trauma, l'individualisation des réponses et la construction des connaissances médicales basées sur différentes normes sur l'expérience. Il est important de nommer quelles sont les affaires qui peuvent être traumatiques et pouvoir comprendre les aspects politiques pertinents concernant les traumas pour leur traitement. On va utiliser une analyse logique qui nous permette de trouver des analogies avec des troubles et les traumas. Différentes théories et différentes théories sur les traumas représentent différentes disruptions avec la rationalité, les réponses différentes aux différents agents. Ces connaissances sont très utiles et je pense qu'ils ne sont pas complets si on ne fait pas une analyse plus approfondie des aspects politiques pertinents et des cultures de l'époque coloniale et impérialisme européen. Je crois ici que ce qu'on connaît comme trauma peut être compris comme un processus beaucoup plus complexe, psychologique, qui a beaucoup d'aspects concurrents. Et n'importe que ce soit nos antécédents européens ou notre religion, on peut toujours nous sentir identifiés. Il y a beaucoup de moments dans tous ces aspects biopolitiques et tout cet ordre global mondial et binaire du genre sont beaucoup de composantes d'un système oppressif et de domination coloniale. Le trauma a un lien alors avec ce qu'on pourrait concevoir comme une société démocratique commune, tel qu'il dit
Orlando Patterson, dans sa conceptualisation, très souvent, ceci n'est pas représenté et est exclu d'une catégorisation formalisée du traumatisme et c'est beaucoup plus exclu. L'incorporation de la violence qui touche notre système nerveux, où nous avons reçu un héritage, ces patrons de conduite, comme elle dit la bibliographie, le traumatisme en particulier. Nous pouvons trouver des traumatismes raciaux associés aux changements sociopolitiques qui peuvent être associés à l'ordre mondial dominant. Il y a beaucoup de matière libérée concernant comment ça touche les corps de ceux qui sont victimes aux violences ontologiques et corporales et qui ne sont pas complètement séparés l'un de l'autre. La langue et la bibliographie jouent un rôle très important dans la violence et dans les effets que ceux ont dans les esprits et les corps de ces communautés. La façon que nous comprenons le traumatisme, pas seulement comme nous considérons ces événements potentiellement traumatiques, mais comme nous abordons ce traumatisme. Si on ne l'utilise pas de façon adéquate, on ne peut pas faire attention ou ne pas nous rendre compte de ces mouvements antiracistes, antiraciaux, anti-afrodescendants et anti-violence trans aussi. Il faut générer des mouvements pour réconcilier avec cette violence et être reconnu par ces régimes politiques antagonistes. Le traumatisme trans doit être une stratégie pour contrecarrer la violence de la langue, la violence ontologique et reconnaître que la langue peut atterrir et générer de la violence. Si on ne nomme pas le traumatisme trans, nous Nous allons n'allons pas faire en faveur aux personnes et aux communautés ceux qui étudient la traumatisation de façon professionnelle pour pouvoir arriver à une sanation collective. Nous devons le faire. Ce que je propose, c'est que nous parlions de comment nous menons à bien nos activités professionnelles et quelles stratégies nous pouvons développer pour nous aider les uns les autres, pour pouvoir avoir une survie meilleure. Je veux remercier vous toutes et je suis désolée que ma vidéo n'a pas fonctionné. Je veux remercier Daniel Bouchal. Sans l'appui du KIN, ceci n'aurait pas été possible. Également, j'ai téléchargé une transmission qui a beaucoup de notes sur le pied pour vous donner des informations additionnelles. Et vous pouvez me contacter aussi si vous voulez plus d'informations. Vous pouvez savoir la transcription de ma présentation dans l'application de Whova. Merci. Si vous savez la vidéo et vous voulez les télécharger à Whova, vous pouvez le faire sur votre profil de présentatrice pour que les participants et les participantes puissent le voir après et on va les télécharger sur YouTube. Alice Coco, c'est le prochain présentateur qui va parler de ce que il va parler de redéfinir la souffrance de l'oppression de trans, corps, identité et politique. Je ne peux pas prendre la vidéo. Je crois que l'hôte ne me permet pas de reproduire la vidéo. Èvre, permettez d'activer la vidéo, s'il vous plaît. Voyons si ça marche maintenant.
Maintenant, oui, vous devrez activer l'écran. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Alice, une candidate de PhD à l'Université de Woodville. Et aujourd'hui, je vais vous parler du sujet de la souffrance transgenre. Tout d'abord, aujourd'hui, l'association entre la santé mentale et la population LGBT, et en particulier les personnes transgenres, est très connue et supportée pour plus d'une année, d'une décennie d'études, de recherche, de campagnes de justice sociale qui détachent la santé mentale. Donnez-moi une seconde, je vais partager l'écran. Maintenant, oui. Pourtant, cette idée que la souffrance mentale se trouve dans la société et pas chez la personne, ça a été une partie de la psychologie pour beaucoup de temps. Et cette idée que les effets psychologiques et non pas la violence physique est celle qui a la responsabilité quand nous parlons de la marginalisation. Ces narrations doivent être modifiées. Dans cette présentation, je propose que ces narrations de souffrance nous laissent la place suffisante pour modifier l'avenir des personnes trans. Voici certaines des questions de ma recherche. Dans ma recherche, j'ai combiné les archives avec le travail général au Royaume-Uni et j'analyse la fonction historique de la souffrance dans les subjectivités ainsi que les conséquences paradoxales pour les politiques des personnes trans. Je vais parler de ma propre expérience par rapport à l'identité non binaire et aussi dans les sens de dysphoria et le fait que la première fois que je passais d'aller à une place seulement pour des personnes trans. Tout à coup, j'ai pu voir toute la question de la marginalisation et les différents facteurs qui m'ont aidé à conformer ma vie. Des facteurs qui n'avaient pas trait à l'identité des genres directement. Les gens avaient une manque d'empathie par rapport à ma dépression et à ma condition d'expérience post-traumatique. L'idée, c'est que je vais parler de la question de la souffrance transgenre et pourquoi ce concept est important au moment de construire les identités transgenres. Cette souffrance transgenre et du point de vue médical, c'est un sujet qui provoque beaucoup de problèmes parce que l'idée, c'est que l'on parle de ces désirs transsexuels et aussi on souligne la question de l'isolement, la dépression, etc. Comme résultat, l'idée, c'est que d'autres idées y ont été introduites. Ces narrations également, on a parlé des effets qui ont légitimé toutes ces idées. Par exemple, en 1979, les chirurgies ont été suspendues dans ce sens. Disons que c'était, on disait que c'était la faute aux patients de ne pas être heureux après la chirurgie. Cette idée de souffrance passe à être une entité intelligible. C'est transactivisme qui surgit et qui défie la compréhension médicale a une ontologie différente et change ces sujets de la souffrance et devient un sujet différent. La souffrance est toujours importante dans le récit des activistes, mais c'est une autre façon de l'être que ces sentiments queer soient intelligibles. La victime transgenre de la violence est la façon la plus reconnue de ces souffrances transgenres dans les années 90 et 2000, par exemple, dans les médias et dans la culture populaire. Il y a une certaine compréhension du sujet transgenre dans la société et beaucoup d'académiciens ont analysé ces sujets également.
Comme on parle des affections, de la douleur, des dysphories chez les personnes transgenres, ces corps sont comme quelque chose d'opposé à un couple heureuse qui parle aussi de comment la sexualité est reproduite et montre la position politique des personnes transgenres dans la société, dans la culture populaire, dans la médecine, etc. On a cette idée de la violence, de la souffrance sur les corps trans et cela affecte aussi l'économie et la capacité de ces personnes d'avoir des sentiments et des capacités. Ces souffrances, donc, ce n'est pas une qualité seulement de ce corps, mais elle devient visible et intelligible pour les différents publics. Je vous ai parlé de différents types de souffrances et de la santé mentale qui est fondamentale pour améliorer la vie des personnes trans. Souvenons ce que l'OMS dit qui est très important, un changement politique très important, la dépathologisation, mais également comment cela montre comment les activistes et les professionnels de la médecine doivent tenir compte comment ils disent les choses. Rappelons-nous que nous parlons que ce type de déclaration doit tenir compte également de la personne qui souffre. Nous voyons actuellement beaucoup de recherches sur le stress et bien entendu beaucoup de personnes qui se suicident chez la population trans. Et aussi, l'idée, c'est de présenter des données sur les suicides, la dépression, etc. L'idée, c'est également d'informer les différentes décisions politiques que l'on prend. Je dirais qu'aujourd'hui, ce serait mieux ou ce serait peut-être plus approprié de parler de la personne qui est déprimée. L'idée est également de limiter la quantité de sujets qui sont reconnaissables. Et dans ma recherche, je travaille avec la souffrance et nous devons voir comment on aborde la politique chez le Royaume-Uni. Une façon de commencer à analyser tout ceci, c'est d'analyser les discours publics à travers des documents publics officiels tels que des plans d'action du gouvernement, de directrices des médecins, de guides de meilleures pratiques, des rapports de gouvernement et de parlement sur les sujets trans. Une image très paradoxale surgit maintenant. À partir de 2008, aucun de ces documents n'a trait aux personnes trans comme si elles avaient un problème psychiatrique, mais ils ne parlent pas de la stigma, de la discrimination. On parle de la souffrance et du besoin que le médecin protège et guide les personnes pour qu'elles puissent trouver la solution à la violence. Deuxièmement, la souffrance est également importante dans l'idée de personnes et dans ses problèmes émotionnels. Cette souffrance des trans est également un rapport avec le bullying et les processus de transition lui-même, ce qui provoque une frustration très importante. Quand nous nous concentrons sur la souffrance personnelle, alors l'idée, c'est d'améliorer le niveau de conscience par rapport à l'égalité. Il faut se concentrer sur les citoyens et les citoyennes les plus vulnérables. L'idée, c'est de travailler pour pouvoir aborder ces inégalités. Cela a trait aux bénéfacteurs et comment on aborde la question de la souffrance dans la population binaire. En 2016, un rapport a été fait dans ce sens.
Mais rappelons-nous qu'il est très difficile d'imaginer que ces rapports seraient publiés actuellement. Rappelons-nous que ce sujet trans vraiment modifie ce que les personnes débattent dans la société. Nous devons nous souvenir maintenant que le sujet a une certaine légitimité éthique. Ici, chez certaines de mes citations, celles que je préfère par rapport à par rapport à ces promesses et pourquoi l'égalité transgenre est importante. Par exemple, pour ne pas avoir des jugements et que les personnes transgenres doivent être traitées de façon légitime. On va continuer. Souvenons que tout cela est important chez les discours des enfants transgenres. En décembre 2020, la Cour du Royaume-Uni a établi qu'il était peu probable qu'un mineur de 16 ans pouvait avoir la compétence pour faire un traitement de blocage à la puberté. Il y a eu un cas qui parle de la même logique de la narration de la souffrance. Merci. Merci. Les interprètes nous demandent d'aller un peu plus lentement. Dans ce cas, la même logique est appliquée parce qu'on parle d'un sujet vulnérable qu'il faut protéger. Paradoxalement, la vulnérabilité des enfants trans est l'image que beaucoup de défenseurs ont proposée pendant des années pour générer la compassion. C'est la présence de non-conformité des genres devient cela montre la vulnérabilité, mais pourtant la qualité des queers est vue comme dangereuse et il faut protéger l'enfant. Cette instruction, c'est que la souffrance s'éloigne de ce qui est normal. Et comment est-ce que l'on peut faire pour mesurer le manque d'être à l'aise, disons, du point de vue psychologique? Il faut tenir compte des perspectives juridiques et médicales également. Parce que les demandes ont trait à l'impact du danger, des dommages. Le tribunal ne parle pas de cela spécifiquement, mais du manque d'évidence appropriée. Et il parle et il dit qu'il y a un manque d'évidence médicale objective. En plus, quand la légitimité de l'identité des droits d'une personne est fondée sur la notion de souffrance, alors cela n'a pas trait aux mesures que l'on demande, mais cela ouvre la porte à des réclamations de souffrance et de victimisation. Pas mal de fois, cela a trait à d'autres choses qui ont trait à des questions de race, classe et genre. Nous avons vu cela avec les guerres de TERF. Pas mal de fois, il y a différents types de victimisation et cela a trait parfois à qui peut générer plus de compassion ou vulnérabilité. Cette narration de souffrance est dans le cadre de futurs imaginables. Dans mes entretiens avec des médecins qui travaillent avec des jeunes qui vont à des cliniques d'identité des genres, ils décrivent la difficulté de voir les attentes de la clinique en général. Le système a besoin de sécurité et cette narration simple et binaire sont attendues. Une personne doit être sûre ou être en souffrance ou non, c'est-à-dire tout est binaire. Les cliniques cisgenres est objectif et rationnel.
Merci beaucoup, Alice. Je dois t'interrompre. Je te donne 30 secondes pour finir. Bon, ce que je peux faire, c'est vous montrer la vidéo et vous pouvez le voir après si vous voulez. Est-ce que ça vous va? Parce que je n'aurai pas le temps en 30 secondes. La prochaine présentation. De l'Université de Living du Royaume-Uni et qui va présenter le réalisme queer dans le Royaume-Uni. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Bon, très bien. Oui, nous voyons. Le rapport au corps des hommes trans dans le sport, avec d'un côté le sexisme et les enjeux de santé, avec l'idée que le sport peut être aussi un bénéfice pour les personnes trans, mais que de par l'existence du sexisme et des violences que les personnes trans connaissent, il y a un désengagement pour les personnes trans sur cette thématique. Donc, mon travail était un travail du coup exploratoire où j'ai pu interviewer deux hommes trans pour, pour avoir des données. Pour l'aspect théorique, j'ai adopté une approche par les transstudies notamment, avec des transfuges françaises, donc avec les travaux de Karine Espinera notamment, d'Emmanuel Bobatti ou d'Alexandre Baril. Ça m'a permis du coup d'avoir cette approche théorique et j'ai pu du coup approfondir et avoir mes propres données moi par la sociologie avec la méthode d'entretien. Donc, j'ai pu étudier les travaux, notamment du coup, d'abord sur les études sur les normes de genre que j'ai appliquées dans le domaine sportif pour d'abord poser ces bases-là sur le sexisme et le cissexisme. J'ai pu ensuite du coup associer ces normes de genre à tout ce qui était relié au corps et donc ce qui était important aussi pour les personnes trans. Euh, j'ai du coup d'abord pardon, euh, euh, j'ai du coup ça m'a permis du coup de travailler sur les normes de genre, d'imbriquer ça avec le cissexisme et donc les violences que les personnes trans pouvaient subir dans le sport à travers les normes de genre qui sont du coup instaurées dans la société et qui sont très binaires et où le sport est un milieu du coup très bicatégorique. Donc d'un côté les femmes et d'un côté les hommes, ce qui pose aussi problème pour les personnes trans. Euh, je me suis ensuite penché sur l'histoire de la psychiatrisation des personnes trans, dans la mesure où c'était important pour comprendre comment cette psychiatrisation avait aussi aidé aidé entre guillemets, à mettre en place les politiques adoptées ensuite dans le sport et qui du coup étaient défavorables aux personnes trans, mais surtout aux femmes trans. Et ensuite, du coup, c'est, je me suis aussi penché sur les discriminations, les différentes discriminations vécues par les personnes trans et la réalité des vécus trans en dehors du sport pour pouvoir ensuite les appliquer au sport. Et ce qui, du coup, me permettait de voir après ce que ça impliquait le fait d'être trans dans le sport, que ça comportait d'abord des arrangements, des contournements aussi pour ne pas vivre le cissexisme et les violences que peuvent subir les personnes trans. Et ensuite montrer d'un côté que ça peut quand même être un apport de faire du sport en tant que personne trans, que ce soit physiquement ou aussi socialement, où c'est aussi un milieu où on peut socialiser avec d'autres personnes. Pour ce qui est de la première partie sur les oppressions et le privilège sexuel, je me suis d'abord basé essentiellement sur les travaux de Julia Serrano, avec donc le privilège sexuel, qui est l'idée selon laquelle les genres transsexuels sont distincts et plus ou moins et moins légitimes que les genres cisexuels. Ça veut dire que les personnes cis se permettent de montrer, de décider pour les personnes trans si ce sont de vraies personnes trans ou non. Et si elles sont légitimes en tant que femmes ou en tant qu'hommes, ce qui déjà relève d'un genre, d'une binarité, mais qui en plus est très discriminant pour les personnes trans. C'est du coup
sur la base du privilège sexuel, on va avoir d'un côté l'invisibilisation des personnes trans en tant que personnes trans, mais aussi des violences physiques et verbales que les personnes trans vont subir de par les personnes cis et à travers les différentes institutions et les différentes structures. On peut citer les travaux de Karine Espinera, notamment sur le rapport à la transphobie en 2014, où on a un large champ de structures et d'institutions différentes qui montrent que c'est pas dans le domaine familial ou dans le domaine du travail que les violences sont là. Il y en a partout et notamment du coup dans le sport, même si le sport a été très peu abordé dans ce rapport, voire pas du tout même. Donc voilà. Ensuite, du coup, ça a mené à une ça a mené du coup, oui, pardon, à considérer les personnes trans dans le sport par les personnes cis. Et donc, Karine Espinera l'explique notamment dans un article portant sur la médiatisation des personnes trans et des personnes intersexes dans le sport, où d'abord dans le sport, les personnes intersexes ont été beaucoup plus considérées, entre guillemets, à travers le test de féminité qui était mis en place dans les années 60 dans le sport. Et du coup, il y a une confusion qui a régné aussi entre intersexuation et transidentité dans le sport où les personnes trans il n'y avait aucune mesure mise en place par les personnes trans, pour les personnes trans, pardon, euh, au niveau sportif avant 2003 où le CIO, donc le Comité international olympique, avait mis en place du coup une des mesures basées notamment sur des clichés sur les personnes trans et donc où on devait du coup avoir fait 2 ans d'hormonothérapie, avoir fait le changement de genre à l'état civil et avoir été opéré des parties génitales et du coup ce qui était discriminant pour les personnes trans, mais surtout ça concernait surtout les femmes trans puisque les personnes hommes trans étaient invisibilisés et il y avait énormément, il y en a toujours, de transmisogynie qui fait qu'on ne considérait que les femmes trans et que ça les discriminait surtout elles dans le monde sportif. Pour faire le parallèle avec ce que moi j'ai fait et les données que j'ai pu récolter, c'est que ça mène un flou en fait sur les politiques qui sont adoptées pour les personnes trans dans le sport et même chez les personnes trans qui ne font pas du sport forcément à haut niveau, ou le fait de ne pas avoir encore, le fait de ne pas avoir fait une transition où il y a entre guillemets une cohérence entre la manière dont on va être perçu et la manière dont on va être sur les papiers administratifs, par exemple, ça les freinait, les 2 personnes que j'ai pu interviewer, ça les freinait à reprendre le sport parce qu'elles savaient pas comment elles allaient être perçues et elles savaient qu'elles vivraient des discriminations par rapport à ça parce que elles savaient qu'elles allaient être out dès euh, rien qu'en pratiquant du sport et du coup ça les freinait à reprendre en sachant que le sport c'est aussi un milieu qui est très sexiste et très sexiste et où les violences envers les personnes trans sont aussi très importantes. Euh, donc, il y a aussi un choix vis-à-vis ça menait à parler avec mes enquêtés d'un choix vis-à-vis de la visibilisation ou non en tant que personne trans dans le milieu sportif. On peut se baser sur les travaux d'Emmanuel Bobasti, pardon, qui explique dans un article que les personnes trans ne sont pas visibles de la même manière et ne cherchent pas à être visibles de la même manière. Et il a pu mettre en place 3 catégories où dans la première, il montre que les personnes trans ne veulent pas forcément être visibles et font le choix de ne pas être visibles en tant que personnes trans. Et dans son étude, il montre que c'est des personnes qui sont généralement issues de milieux où il y a plus d'hostilité envers les personnes trans. Et du coup, c'est un choix aussi pour subir moins de sexisme dans la mesure du possible, d'être invisible en tant que personne trans.
Et donc, c'est aussi ce qu'on peut, enfin, le parallèle qu'on peut faire avec le sport, où on cherche plus ou moins à être invisible en tant que personne trans pour ne pas subir de violence. Et donc là, les stratégies d'évitement adoptées dans le milieu sportif par les enquêtés que j'ai pu interviewer, c'était le fait de ne pas, enfin, de venir tout habillé, de ne pas du coup être exposé dans les vestiaires de sport, où c'est un lieu où les corps sont exposés pour les personnes trans. Et il y avait aussi le fait de venir avec des t-shirts, enfin des vêtements amples, et donc enfin, d'échapper aux violences, enfin, avec ce qu'on renvoyait physiquement. Ça passait aussi, enfin, pardon. À côté de ça, le sport peut aussi être un outil de réappropriation de son corps, notamment pour les hommes trans, puisque là, j'ai pu interviewer que des personnes, enfin, des hommes trans. Donc, je ne peux pas l'appliquer là pour les femmes trans, par exemple. Mais du coup, ça apparaissait comme une solution aussi pour les deux enquêtés que j'avais interviewés, où enfin, le fait d'avoir seulement commencé les hormones, euh, enfin, de commencer les hormones et de faire du sport en même temps, ça les aidait à se sentir mieux dans leur corps aussi et, euh, et du coup à pouvoir oui, se sentir mieux sans forcément prendre d'hormones. Et ça, c'est Alexandre Barré qui nous montre aussi où ça peut être une alternative au parcours de transition proposé par le corps médical, où notamment en France, il peut y avoir beaucoup de violence et beaucoup d'attentes aussi au niveau médical pour pouvoir accéder aux hormones ou aux chirurgies, par exemple. Et c'était aussi, enfin, c'est aussi enfin, une manière politique d'investir un espace qui est occupé habituellement par des hommes cis avec enfin, l'image hégémonique de l'homme qui apparaît enfin, sur tout l'aspect sportif et notamment la musculation là dans l'article d'Alexandre Barry. Euh, pour conclure, on avait aussi, enfin, j'ai pu constater qu'il y avait une volonté de pratiquer le sport dans un espace en non-mixité, dans la mesure où entre le cissexisme, l'invisibilisation et la bicatégorisation dans le monde sportif, ça fait, enfin, il y a cette espèce de flou au niveau des politiques, au niveau de la manière dont les personnes trans peuvent se placer dans le monde sportif, et donc dans le fait que ça peut être un frein pour reprendre le sport, pour pouvoir échapper dans une certaine mesure au sexisme en ne pratiquant pas de sport. Et du coup, ça a amené enfin, là, mes deux enquêtés à me parler de non-mixité et donc à vouloir pratiquer entre personnes trans, puisque ça a amené du coup les personnes à se sentir enfin, en sécurité, puisque avec que des personnes concernées qui savent, enfin, qui connaissent le sexisme et qui savent ce que c'est. C'est c'est ça comment va se partage. Merci pour votre présentation, Raphaël. Evry, voyons si nous pouvons changer l'écran pour éteindre celle de Raphaël. Très bien. Alors maintenant, nous allons quelques 9 minutes pour poser des questions. Je vais aller directement à la partie des questions et réponses. Xavier a une question. Qu'est-ce que vous pensez du cissexisme? Qui veut répondre à cette question?
Aussi, une question peut-être pour Raphaël, n'importe, peu importe, pour tous les panélistes. Alors, je vais poser la question à tous et à toutes. Qu'est-ce que vous pensez du passing et le cissexisme? Je crois qu'une autre question de Xavier, quand il parlait du médecin, alors le genre binaire est conformé par le système capitaliste. Oui, je peux répondre à cette question. Oui, bon, ce n'était pas le focus de ma discussion, mais ce serait bien. Ça serait comme, par exemple, si on voit le patriarcat comme cissexisme, homophobie, etc., et si on voit qu'il y a un lien avec un système, alors oui, ça va toucher comme on comprend le genre. Ça ne veut pas dire que, par exemple, s'il y a un système capitaliste, systématiquement, il y aura un système cisgenre. Pas nécessairement. Il peut y avoir des différents systèmes de genre, mais dans notre société réelle, s'il y a un système binaire de genre, au moins dans la société hégémonique occidentale. Et, et ceci est bien influencé par le modèle capitaliste. Je crois qu'il y a un lien causal très clair. Et ce que je voulais dire dans ma présentation, c'est que bon, ça c'est une façon de production particulière et c'est comme ça, comme le système de production touche notre vision des genres. Merci beaucoup pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez l'inclure dans les questions et les réponses ou dans le chat. Vous pouvez poser les questions. J'aimerais bien rappeler à tous et toutes que, s'il vous plaît, téléchargez l'application de Uva, où il y a beaucoup de matériel. Et aussi, si vous allez à l'option de galerie à côté, vous pouvez voir toutes les présentations qui ont été téléchargées. Il y a beaucoup de présentations, des vidéos magnifiques aussi, de différents matériels. Et aussi, vous pouvez poser des questions aux présentateurs, Trice. Rappelez que les liens pour Zoom apparaissent au fur et à mesure que les différents panneaux se rapprochent. Alors, je vous prie de bien vouloir tenir compte de ça aussi. Oui, j'ai une question à poser. Très souvent, nous parlons de cette notion de passing ou de passer comme, et aussi comme il nous faut un besoin de plus d'affirmation. Et très souvent aussi, ça a à voir avec le hypercontrôle mentionné dans la thérapie. Et ça, de se faire passer ou passer comme, parfois est très nécessaire. Et ça arrive et ça passe à se transformer à d'activités ou des détails très petits de certaines normes. Et ceci n'inclut pas seulement l'accès à la santé et le rapport avec les autres personnes, mais aussi des aspects liés avec comment on bouge dans le monde, comment on demande des références pour des travails, des emplois. Et il y a plus d'opportunités pour subir de la violence et nécessairement pas
ça a un lien avec le cissexisme. Merci beaucoup. On va parler avec la Dr. Cobbs du Royaume-Uni. Avec tout ce qu'il arrive au Royaume-Uni dans ce sens-là, qu'est-ce que tu penses pour le futur? Qu'est-ce qui va arriver? Penses-tu qu'il, je crois qu'il faudrait une conférence entière pour parler sur ça, mais peut-être on aura quelques réponses. Qui va d'abord? Qui commence? Alice? Bon, j'y vais alors. Cette question est très difficile. Je n'ai pas une réponse très bonne et c'est pour ça que je voulais aborder des questions ou des sujets un peu plus généraux avant d'entrer dans des thèmes plus normatifs. Je pense que on parle d'un type de conflit de classe et peut-être il nous faudrait penser à avoir de la solidarité avec d'autres groupes de classes de travail et revenir aux institutions de base de la société. Les travailleurs, c'est-à-dire cette idée que les travailleurs et travailleuses doivent se rassembler pour aller contre la bourgeoisie. Ça serait quelque chose comme ça. Merci beaucoup. Oui, en fait, je suis travailleur social et je me rappelle que j'ai lu une fois un livre sur ces travailleurs sociaux dans le Royaume-Uni. On avait comme un manuel sur le travail avec les gens sur le terrain, sur le champ. Je vais voir si je trouve ce matériel et je peux le partager à un moment donné de la conférence. Alors ici, je vais clôturer la salle, fermer la salle, comme ça, on peut commencer à nous préparer pour la prochaine. Merci à tous et toutes pour les différentes présentations. On a commencé de façon un peu irrégulière et je m'excuse, mais je pense que tout va s'améliorer au fur et à mesure qu'on avance. C'est très bien de vous avoir toutes